Bonjour à tous et à toutes, mesdames et messieurs les ambassadeurs et ambassadrices. Je vous remercie de votre présence ici au ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, chargé des relations internationales sur le climat, mais surtout je vous accueille ici en tant que présidente de la COP21. Vous êtes plus de 110 pays représentés dans cette salle. C'est dire la mobilisation qui est la vôtre. C'est formidable parce que dans un contexte de crise internationale, de conflits, de tensions de toute nature, la communauté internationale fait la preuve et démontre qu'il est possible de s'entendre sur les grands objectifs qui conditionnent la qualité de vie de nos enfants, de nos petits-enfants, des générations futures sur cette planète. L'enjeu maintenant, si je passe directement aux choses opérationnelles, c'est de progresser sur les 4 piliers des conférences climat. L'accord lui-même, c'est quoi ces 4 piliers? C'est l'accord lui-même. Ensuite, ce sont les engagements nationaux, les INDC. Ensuite, ce sont les financements. Et enfin, c'est l'agenda de l'action. Le premier pilier, c'est la mise en œuvre de l'accord lui-même. Donc, à ce jour, 79 pays l'ont ratifié, représentant 60% des émissions mondiales. Donc, si l'on veut que cet accord reste véritablement universel, il faut poursuivre les ratifications. Au niveau de l'Union européenne, 9 États membres ont ratifié l'accord de Paris et avant la conférence de Marrakech, 19 pays européens devraient l'avoir ratifié. Voilà un petit peu les états des lieux. Ce que je voudrais vous dire aussi, c'est qu'à la première conférence des parties, lors de la conférence de Marrakech, qui aura lieu le 15 novembre, lors du segment des chefs d'État et de gouvernement ou du segment ministériel, les pays qui ont ratifié seront bien évidemment à la conférence des parties. Où les pays, ce que nous souhaitons aussi avec nos amis marocains, c'est qu'entre la COP21 et la COP22, c'est que les pays qui auront aussi donné leur date de ratification soient également invités à la conférence des parties. Donc il est très important que vous transmettiez à vos autorités cette information que la première conférence des parties de l'accord de Paris sur le climat aura lieu le 15 novembre et que les pays, par définition juridiquement, qui vont y participer seront les pays qui ont ratifié ou les pays qui auront donné leur date de ratification, de telle façon à ce que le processus s'accélère, qu'on ne soit pas non plus dans une rigueur juridique restreinte en ne mettant dans la salle que les pays qui ont strictement ratifié, mais que aussi les pays qui ont pu donner leur date de ratification, parce que certains pays ont aussi des contraintes institutionnelles, puissent également assister à cette première conférence des parties. L'accord de Paris nous fixe un horizon. Que dit l'accord de Paris? Il dit que toutes les décisions doivent être prises avant 2018. Certains voulaient même attendre 2018 pour la ratification. Donc nous avons collectivement accompli un exploit. Vous savez, le protocole de Kyoto, vous le savez, a mis 7 ans à être ratifié. 7 ans. Nous avons réussi à ratifier l'accord de Paris en 9 mois. Personne ne pensait que c'était possible. Et je me souviens même le 22 avril, lorsque nous avons présidé avec Ban Ki-moon la cérémonie de signature, personne ne pensait que les ratifications seraient aussi rapides. Donc je crois que la communauté internationale et le réseau diplomatique que vous représentez peuvent être fiers vraiment de cet objectif attendu et puis de l'impulsion aussi qui a été donnée par de grands pays dès le départ de ce processus de ratification. Une fois qu'on a compris que non seulement on avait la chance de relever un défi qui peut provoquer des drames humains et humanitaires considérables, mais que en relevant ce défi, c'est une chance extraordinaire de développer nos économies, quel que soit le niveau de développement des économies, et peut-être une chance davantage pour les économies les plus défavorisées, dans la mesure où elles vont accéder à des sources énergétiques moins chères et moins polluantes. À ce moment-là, on est dans des dynamiques positives, on n'est plus dans des dynamiques de contrainte ou de surveillance, on est dans des dynamiques de transfert de technologie et de soutien aux pays pour qu'ils mettent en application les décisions qui les concernent. Nous travaillons également sur l'Alliance solaire internationale. Là aussi, je lance un appel pour des adhésions à cette Alliance solaire internationale. Quand je me suis déplacée dans un certain nombre de pays, j'ai vu un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement me disant « mais comment est-ce qu'on adhère à l'Alliance internationale ?» Donc revenu ici, je vais faire un bulletin d'adhésion
à l'Alliance solaire internationale, où il y a des démarches très simples et très opérationnelles. Cette alliance solaire qui est copilotée avec l'Inde est finalisée, c'est-à-dire que les statuts, on a travaillé d'arrache-pied. Les statuts sont aujourd'hui finalisés, la structuration est en place, les premiers projets vont être lancés, et notamment les premiers projets qui sont lancés, ce sont des projets d'adduction d'eau en milieu rural à partir de l'énergie solaire, et des projets d'éclairage solaire non connecté au réseau, donc d'éclairage solaire aussi de proximité. Qu'est-ce que c'est que l'idée de l'Alliance solaire? C'est très simple, ce sont tous les pays qui sont autour de l'équateur et qui se mettent ensemble pour lancer les appels d'offres. Donc si plusieurs pays se mettent ensemble pour lancer des appels d'offres sur du matériel d'énergie solaire, vous voyez bien que le prix de l'énergie solaire va baisser et surtout que les opérateurs, les intermédiaires seront moins nombreux, que les bureaux d'études, on pourra s'assurer que ce sont des bureaux d'études sérieux qui font payer le juste prix, qui ne revendent pas à différents pays la même étude en gagnant de l'argent de façon intermédiaire, mais que l'argent ira vraiment à la réalisation des projets parce qu'il y aura un contrôle sur le coût des études, sur le coût des intermédiaires et surtout que ça va permettre de baisser le prix et de ne pas laisser les pays isolés face à différentes entreprises dont on ne connaît pas forcément le sérieux ou face à des bureaux d'études dont on ne connaît pas forcément le sérieux. Et donc en se mettant ensemble, en travaillant collectivement sur les appels à projets, ça permet, donc je le répète, non seulement de faire baisser les prix des équipements, mais surtout de garantir le sérieux des flux financiers et surtout d'empêcher les prédateurs, on connaît bien les mécanismes, des intermédiaires qui se font payer au passage, souvent sans raison, ou sur des études qu'ils ont déjà vendues plusieurs fois à certains pays. Et donc mettre en commun l'information, la démarche opérationnelle, c'est à la fois accélérer les projets et c'est en même temps en diminuer le coût. Et c'est à cela que je vous invite à rester vraiment groupés, à rester ensemble pour aller tous ensemble le plus loin possible dans la protection de notre planète, mais aussi dans cet espoir d'une vie meilleure à ceux qui souffrent le plus du dérèglement et du réchauffement climatique. Merci beaucoup de votre attention.